Talk. Bonjour à tous, merci d'être là et merci à Ottavio et Kenza de nous rejoindre. Ottavio et Kenza, c'est un peu les chamans de la data governance chez Content Square et c'est le sujet du jour. On va parler de ce sujet qui est un peu nouveau dans les organisations et c'est hyper intéressant d'avoir Content Square qui travaille sur le sujet depuis un an dessus parce que voilà, grosse organisation avec du coup des enjeux de data governance très élevés. C'est évidemment une problématique qui concerne les entreprises en croissance qui ont besoin de structurer leur fondation data et de mettre en place une structure vraiment efficace. Mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à construire ces piliers-là. Donc, on va voir avec eux les cinq piliers qui sont mis en place chez Content Square. Si vous ne connaissez pas Content Square, ça m'étonnerait, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. C'est une solution voilà, qui a levé 600 millions en juillet cette année. Vous êtes plus de 1600 ou 1700, tu me disais tout à l'heure, Kenza, et une grosse équipe data. Donc voilà, vraiment très content de vous avoir aujourd'hui sur ce sujet. Je vais vous laisser le mic pour commencer le talk. Ça va durer 20-25 minutes. Je vous invite tous à poser vos questions dans le chat pendant le talk et ensuite on pourra les poser à l'équipe. On aura 15-20 minutes d'échange juste après pour enchaîner. Voilà, Ottavio, Kenza, à vous de jouer. Je vous laisse le mic et à tout de suite. Merci. Merci de nous avoir invités, Mathias et Pauline. Donc, moi, je m'appelle Ottavio, je suis le Global Data Governance Lead de Content Square. Oui, merci Mathias et Pauline. Et moi, c'est Kenza et je suis Data Governance Stratégiste. Et je travaille directement du coup avec Ottavio au sein de l'équipe BI. Trop bien. Du coup, aujourd'hui, les gars, on va vous partager en fait une méthode assez pratique et pragmatique au même temps et comment construire et bâtir vos fondations en data governance et data quality. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on va commencer à parler un petit peu vite fait des Content Square. On va en fait établir un souci, un challenge, un problème qu'on vous tacler aujourd'hui pendant ces calls. Ensuite, on va vous montrer quelles solutions on a essayé d'implémenter au sein des Content Square. Quels ont été les premiers challenges auxquels on a fait face suite à cette implémentation. On va aussi montrer comment notre Data Quality Strategy se connecte à la data gouvernance avec notre solution de data catalogue qui est Atlan. Ensuite, on va aussi parler des quand est-ce qu'il y a les bons timings pour lancer une première initiative de data gouvernance. Et finalement, c'est la partie la plus importante. Quelques résultats, takeaways et next steps que vous pourrez éventuellement implémenter au sein de votre société. OK? Donc, tout d'abord, introduction vite fait. Mathias a déjà un peu parlé des Content Square, mais du coup, on a une solution AI-powered qui nous permet d'analyser les comportements des clients dans tous les types de plateformes, que ce soit du web, du mobile et du app. Et on donne des insights à nos clients pour qu'ils puissent optimiser leur expérience utilisateur. Donc, on a plus de 1000 clients, plus de 1600 employés. On a été créé à Paris, mais on est déjà une entreprise globale présente dans tous les continents. Et comme disait Mathias, on a eu un Series F en juillet 2022. Quand je parle des fondations, vous allez vous poser la question, genre, c'est quoi l'impact de créer des fondations en data governance et data quality? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est un faster time to value. Donc, depuis le moment où vous committez pour un projet analytics jusqu'à la fin que ce projet est délivré, on arrive à accélérer tout ça avec de la data governance et avec du data quality. Une prise de décision accélérée, un onboarding de nouveaux professionnels en data également accéléré et la rémédiation au cas où vous avez des incidents data beaucoup plus vite quand les fondations sont bien établies. Et le dilemma classique est en fait faire l'équilibre entre la création de valeur, la génération de valeur data analytics et la construction des fondations pour permettre une scalabilité et une puissance, une robustesse dans ton activité data analytics. Souvent, on pèse beaucoup plus côté création de valeur et on oublie un peu d'équilibrer la création de valeur avec la création de la fondation également. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez, avec une méthode assez pratique, construire vos fondations. Du coup, qu'est-ce qui s'est produit quand on n'a pas un sponsoring de data governance? Donc, il est très probable qu'on aura deux teams ou deux personnes différentes qui vont calculer la même métrique avec deux méthodes différentes et éventuellement, ça va amener à deux décisions complètement différentes. On peut également pas du tout maîtriser nos flux de données
et savoir pas du tout d'où ça vient, vers où ça part, vraiment pas du tout comprendre quels sont les flux de données existants. Ça serait également hyper challengeant d'être compliant avec les régulations des protections des données. Si la data governance n'est pas là, protéger la donnée devient encore plus compliqué. La fiabilité de la data est également un risque et normalement, on aura des consommateurs des dashboards qui vont recalculer la métrique pour vérifier si le dashboard est bien correct. Donc, ça, c'est la situation quand on ne sponsorise pas, on n'investit pas assez en data governance. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer de façon réaliste et faisable comment implémenter un programme de data governance. Avant de vous raconter tout ça, je voulais juste dire qu'on a une équipe BI de 10 personnes. On a 3 pôles: Data Analytics, Data Engineering, Data Governance. Ça nous permet de participer de A à Z dans un projet data. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à quand on se en data governance? Chaque société a sa propre façon de faire de la data governance. Chez nous, on fait 4 choses. On est responsable des standards KPI. Donc, comment on calcule, quelle formule, quelle data, quel ownership, quel objectif pour chaque métrique, quel département, et vraiment comprendre de façon standardisée chaque métrique core et clé pour la société Content Square. Deuxième chose, c'est vraiment stress test, tester les comportements de toute la data disponible, la data la plus importante pour nos use cases, pour nous assurer que la data est exploitable et qui peut être utilisée pour n'importe quel use case, pour n'importe quel dashboard, pour n'importe quel data produit. Un troisième, c'est l'exécution de tous les guidelines data protection. Donc, en fait, pour rester compliant avec les guidelines de la régulation des data protection, notre équipe elle va exécuter et orchestrer les bonnes personnes pour assurer que cette réglementation est bien respectée. Et un quatrième, on met aussi en place un searchable catalog. Donc, c'est un peu un Google ou en interne. Donc, on utilise Atlan. Je vais vous parler plus en détail dans quelques slides. C'est là où on peut agréger toute la data, tous les KPI et tous les dashboards de la société est dans cet outil enrichi et prêt à être recherché par n'importe qui au sein de la société. Et du coup, notre objectif, c'est de faire devenir la data déjà accessible. Donc, on connaît nos data et si on a besoin de quelque chose, on va chercher, on va la trouver, on va commencer à l'utiliser. En deuxième, il faut qu'elle soit simple, compréhensible, facile à utiliser pour que si on a un commit, si on a un nouveau projet, on va les délivrer au plus vite. Il faut qu'elle soit fiable pour qu'on puisse vraiment faire confiance à la data, extraire la data et commencer à utiliser et prendre des décisions directement sans se poser des questions. Notre stack data chez Content Square dans l'équipe BI est très simple. Donc, on a les systèmes d'infos qui sont connectés via une couche d'intégration. Pour cela, on utilise Matillion. Toutes ces données vont fuir vers une couche de stockage, donc avec un data lake où on a plus de données brutes vers d'autres bases de données qui sont un peu plus transformées, agrégées, tout ça dans Snowflake. Toutes les databases qui sont dans cette couche de stockage sont connectées à Atlan, donc on peut accéder à tous ces assets des data depuis Atlan directement. Et on a également la solution Monte Carlo qu'on utilise pour faire du data quality et data monitoring, qui se connecte surtout avec le data lake parce qu'on veut tester la donnée la plus brute possible dans notre initiative de data quality. Vous verrez que tout ça est connecté à une couche de visualisation. Et les plus intéressants, je vais vous montrer en détail qu'est-ce qui est cette intégration entre les modules data quality et les modules data catalog. Ça, c'est une partie assez intéressante de cette présentation. Aujourd'hui, on va nous focaliser surtout sur cette partie du milieu, donc les data catalogs, les data quality et comment tout ça se connecte à la couche des stockages. Donc, qu'est-ce qu'on a implémenté comme solution? Petit spoiler, la solution est en fait traiter vos outputs data comme des data produits. Je vais vous montrer comment. En fait, une compagnie qui a pas une data governance mise en place, elle ressemble un peu à ça. On a plusieurs étoiles. On a des dashboards, des KPI, des KPI on, des data fields, des data health checks, mais on ne connaît pas trop les connexions qui fait quoi au sein de la société. Quand on a une bonne data governance, ça ressemble un peu à ça. On va créer toutes les connexions entre les assets, les objets de la société au niveau data. Et en fait, je vous avoue, s'il y a une seule connexion qui n'est pas existante entre ces assets, ça peut générer plusieurs soucis d'inefficience dans votre capacité de reporting.
Donc, tous ces liens, ils sont importants pour garder la cohérence entre les assets, les objets et garder une efficience des reporting, une efficience opérationnelle des analytics au sein de ta société. Et du coup, si j'arrive à résumer tout ça, on appelle ça un data product tree. Donc, on a des data produits qui sont associés à des use cases. Chaque use case est associé à une data qui est derrière, évidemment. Et chaque data derrière est associée à des data quality monitors qu'on met en place pour s'assurer que la data a les bons comportements qu'il faut. Donc, si je vous donne un exemple, si j'ai un sales dashboard, j'aurai peut-être deux use cases, donc un ACV growth, un annual contract value growth, et un deuxième KPI, annual contract value pipeline. Pour calculer chaque KPI, j'aurai besoin d'un data domain. Ça sera sûrement du sales data domain, Salesforce data domain. J'aurai quelques fields que j'ai utilisés pour calculer ces métriques. Et évidemment, associé à chaque field, j'aurai quelques data quality checks à mettre en place pour s'assurer que toutes ces chaînes et ces dashboards soient robustes, always live, avec un minimum de data downtime possible. Si j'ai d'autres use cases comme un on-demand analysis ou un status report que je dois envoyer à un exécutif, c'est pareil. On aura quelques use cases, des métriques ou une analyse des corrélations à faire. J'aurai une data à utiliser et j'aurai quelques data quality checks à mettre en place pour assurer la cohérence et la robustesse de ces produits data. Le ownership ici, il est très clair. On a des data analysts du coup, qui attaquent la partie mise en place du data produit. On a des KPI owners ou des clients internes des Content Square qui vont nous demander des use cases dont ils ont besoin. On a des data engineers qui vont prendre soin des pipelines des données. Et on a des data owners, donc, qui sont les personnes métiers de chaque département dans l'opération, qui vont définir c'est quoi un bon comportement de la data. Et à partir de cela, on va en dériver genre, des data quality checks. Et la data governance, elle a un rôle transverse. Elle va bosser avec toutes les étapes, tous les owners dans cette chaîne pour s'assurer que les process sont bien connectés, bien cohérents. Et je voulais juste vous montrer c'est quoi un data quality check. Donc, normalement, on a un dataset qui a peut-être 10 millions de lignes, par exemple. Si c'est du big data, c'est quelques milliards même. Dans ces datasets, je vais définir une partie. Donc, vous voyez en bleu, c'est mon target. C'est la partie que je vais tester parmi toute la data disponible dans un seul dataset. Parmi ces targets, j'aurai quelques bad records à corriger. Donc, soit je vais lancer un projet, un nouveau projet data pour éviter que les soucis se reproduisent, soit je vais tout simplement faire un quick fix et corriger la data directement. Donc, si je vous donne quelques exemples, un dataset pourrait être tous les sales contracts. Un target pourrait être tous les sales contracts from upsell deals signed in 2022. Donc là, j'ai restreint, j'ai narrow down un petit peu plus tout mon dataset et je vais tester qu'une partie avec une timeline définie, avec une typologie définie. Et parmi ces targets que je vais tester, je vais trouver peut-être des contrats où mon account executive n'est pas là, est vide. Et je vais devoir parler aux gens qu'il faut pour définir ces champs. C'est un exemple très simple, mais vous pourrez comprendre n'importe quel data quality check avec cette abstraction. Un peu plus en détail, comment on fait ça? Un data quality check, c'est deux choses. C'est un pourcentage d'erreur et un bad records extract, donc la partie qu'il faut corriger. Pour calculer les pourcentages d'erreur, il était très simple. On va faire une query qui va calculer un count des target rows, donc la partie qu'on a targetée, on va comptabiliser combien des rows, des lignes on a dans les targets. En B, on va comptabiliser quels sont les bad rows dans les targets avec quelques conditions dans ta query. Et ensuite, on va associer un pourcentage d'erreur au résultat de B divisé par A. OK? Pour la deuxième query, on va tout simplement utiliser les mêmes filtres qu'on a utilisés pour cette partie B, mais là, on va ajouter tous les champs possibles pour l'investigation, tous les champs dont on a besoin pour faire une investigation du souci de data quality. Okay? Et si je reviens sur mon exemple, vous voyez qu'en fait, là, je fais référence à la partie target qui est en bleu, et là, je fais référence à la partie bad records. OK? Juste pour vous expliquer comment on structure un data quality check et comment on fait ça au sein des Content Square. Et du coup, where do we start? Normalement, on a quelques milliers de tables disponibles et quelques milliards de rows au sein de n'importe quelle société. Donc,
est-ce qu'on commence par des données qui sont plus complexes, plus simples? Donc, quels critères j'utilise pour choisir qu'est-ce que je vais prioriser dans mon initiative data governance? Chez nous, on priorise la data en priorisant les métriques derrière. Okay? Donc, on a des use cases. Ces use cases sont liés à une partie de la data qui sont utilisées pour calculer ces métriques. Et c'est comme ça qu'on priorise notre initiative. Donc, notre première priorité, ça a toujours été ce qu'on appelle top KPIs. Les top KPIs ont un scope global, donc qui sont importants pour mesurer l'état des performances de toute la société au sein de tous les départements. Et pour cela, on a un total de 32 KPIs qui sont utilisés pour mesurer la performance globale de tous les départements des Content Square. Notre deuxième priorité sont les strategic KPIs. Ce sont des KPIs hyper importants, mais qui sont importants dans un scope plus restreint, qui sont restreints du coup au département. Et là, normalement, on a 25 à 50 KPIs par département. En troisième priorité, on a les KPIs opérationnels, qui sont vraiment des KPIs importants pour des petites équipes, pour gérer peut-être la performance opérationnelle d'une petite équipe. Pour l'instant, on s'est surtout focalisé sur la partie top KPIs et on commence à faire beaucoup de progrès dans la partie priorité 2 dans les stratégies KPIs. Du coup, comment on exécute tout ça? Je vous ai déjà donné beaucoup d'informations. Vous allez sûrement retrouver dans des bouquins la partie théorique de la data governance, mais normalement, on ne retrouve pas une méthode pratique et des steps à accomplir pour vraiment bâtir une fondation en data governance et data quality. Donc, la première chose, c'est la data prioritization, premier step. Donc, c'est là on va définir, j'ai besoin de calculer mon headcount, j'ai une description, j'ai un ownership, je connais la business rules, je sais comment calculer ces KPI. J'ai défini aussi une business formula, je vais définir quel champ avec quel filtre j'ai utilisé. Et je vais définir aussi quelle query SQL je dois utiliser pour calculer ces KPI. Un deuxième step, je vais lier à ces headcounts, cette métrique, ou ces use cases, comme vous voulez les voir. On va structurer quels sont exactement les champs, dans quelle table, dans quel schéma, dans quelle base de données pour calculer cette métrique. Okay? Et un deuxième step, on va aussi essayer de maîtriser tous les flows qui injectent de la donnée dans cette table et tous les flows qui viennent après cette table. Et ce qui est intéressant, on utilise Atlan pour faire tout cela. C'est notre data catalogue. Et du coup, tous ces flows sont automatiquement détectés par Atlan. Il suffit de nous connecter Redshift à Atlan et on va en dériver tous les flows qu'on appelle du upstream, tout ce qui vient avant la table, et tout ce qui est downstream, tout ce qui vient après la table. Et les downstream, on peut avoir de la data, on peut avoir des reports, on peut avoir des tableaux dashboards, on peut avoir plusieurs types d'assets. Un troisième step, on va s'assurer que la data protection est là. Donc, on va définir une métrique comme, par exemple, une classification interne. Donc, tout le monde au sein de la société peut savoir la valeur du headcount côté RH. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Atlan, notre data catalog tool, va automatiquement propager cette classification aux data assets derrière cette métrique. Donc, ça fait du sens, non? Genre, si la métrique est confidentielle ou si la métrique est internal only, toute la data derrière doit suivre avec une bonne cohérence la même classification de protection des données. Un quatrième step, on va s'assurer que la data quality est là. Donc, tous les métriques, tous les monitors qu'on a définis dans notre tool qui s'appelle Monte Carlo, tous les monitors qu'on va définir, ça va envoyer des alertes automatiquement aux bonnes personnes dans des Slack channels avec un nom, avec les nombres de rows qui doivent être corrigés. On va pouvoir regarder tous les détails par les data owners et tout ça va être remonté également sur Atlan. En fait, les mêmes alertes qui ont été reçues côté Monte Carlo, ça pourra être lu depuis Atlan. Un cinquième step, les derniers, il faut juste nous assurer que tout ce qu'on a défini, tout ce qu'on a mis en place va tenir la route, qui va continuer live, up to date. Et du coup, c'est là où on définit des policies et des process pour que tout ce qui a été défini reste à jour. Okay? Et pour implémenter les data quality rules, on a 3 steps. La première chose, c'est définir quelles sont les règles à faire respecter par les data domain owners, donc les personnes responsables dans chaque département, donc sales, marketing, finance, people data.
Et on va faire ça avec des data analysts également pour la partie la plus technique. Et du coup, ensuite, le Data Governance Team va implémenter ces règles sur Monte Carlo, notre outil de data monitoring. OK? 12e step, ça sera Monte Carlo qui va automatiquement envoyer des alertes to the appropriate Slack channels. 3e step, ça sera fixer la data, corriger la data. Donc, c'est là où les data domain owners vont soit corriger les data issues, soit ils vont déléguer la correction à quelqu'un d'autre qui est plus pertinent, soit ils vont créer dans son backlog des nouveaux projets, des transformations de ces systèmes pour éviter que les problèmes se reproduisent. Et du coup, je passe la parole maintenant à Kenza qui va nous parler un peu plus de comment baser tout cet impact et cette priorisation sur des personas comme si c'était une problématique produit. Merci Ottavio. Oui, donc notre stratégie data governance, drivée par des données et des informations clés, doit être accessible, fiable et facile à comprendre, comme a pu expliquer Ottavio. Donc, dans notre cas, en fait, notre outil de data catalogage a facilité en fait, la centralisation de tous les assets et des définitions business, afin que nous puissions en fait, tacler les challenges des différents use cases chez Content Square. Mais pour comprendre comment nous pouvions améliorer nos données, on a tout d'abord en fait, cherché à localiser nos inefficacités dans nos tâches quotidiennes. Et pour cela, nous avons en fait identifié différents personas pour mettre en œuvre des actions en fonction de plusieurs value cases. Donc, en premier, on a Sego, qui fait partie de notre équipe BI, une analyste spécialisée dans le people. Une bonne partie en fait, de son travail consiste à fournir des rapports et des dashboards qui aideront les équipes opérationnelles et stratégiques de plusieurs départements à comprendre leurs performances et expérimenter de nouveaux insights. Donc, son témoignage en bas montre clairement une certaine confusion autour de la contextualisation et en fait de la centralisation des données qu'elle utilise aujourd'hui. Elle a clairement besoin d'un espace en fait de référence où le catalogage des données, le data lineage, les dashboards sont à portée d'un clic. Donc ça, c'est une première personne qu'on a un peu utilisée aussi pour construire dès le début notre stratégie. En deuxième lieu, on a aussi Hiroto, qui est un ingénieur BI, donc dans notre équipe aussi. Donc, une grande partie de son travail consiste à en fait, maintenir nos pipelines de données BI et de sécuriser en fait, les flux de données. Donc, son travail quotidien est assez complexe et nécessite en fait, vraiment une solide assistance en data knowledge pour l'aider à prioriser en fait, les migrations, automatiser les processus de données, installer vraiment une data warehouse robuste. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, on travaille vraiment ensemble entre analystes, ingénieurs et data governance. C'est aussi pourquoi aujourd'hui, on a réussi à monter petit à petit notre stratégie, merci à la BI et TSI. En troisième lieu, on a décidé de passer plus vers des personas qui consomment en fait, la donnée. Donc, on a Jill, qui est Customer Success du côté opération. Elle est moins techniquement en fait, concernée, mais très axée sur les données dans ses décisions business. Donc, elle a besoin de soutien, de bases de données solides pour conceptualiser en fait, les stratégies à venir. Le manque de contexte ou de processus peut affecter sa productivité. Donc, Jill, comme d'autres consommateurs business, attendent vraiment un shift vers une stratégie data qui permettrait en fait, à toutes ces personnes d'une manière plus claire et plus facile d'accéder à des données générées par toutes nos sources de données en interne. Et en quatrième, je voulais aussi citer notre CIO, donc Martin. Donc, contrairement aux autres, mon métier est un peu plus opérationnel, beaucoup plus niche, je veux dire, propre à un seul département. De son côté, il a vraiment besoin d'une visibilité complète sur notre environnement de données et les informations partagées, sourcées et protégées dans un seul espace. C'est aussi le centre de la stratégie DSI. Donc, c'est aussi un grand support pour nous et pour tout Content Square. Donc, comme vous pouvez le voir, tous ces personnages sont importants et donc à prendre en considération. La plupart partagent en fait des challenges communs et c'est pourquoi il est important en fait d'écouter différents types d'experts et de consommateurs de données qui construiront avec nous en fait un framework de data gouvernance solide et sur le long terme. Donc, bien sûr, ce framework que nous avons mis en place il y a presque un an maintenant peut s'accompagner de plusieurs challenges. Donc, on va regarder ça. Donc, bien sûr, en fait, avec l'exposition à toutes ces données, on a fait appel à nos collaborateurs Atlan, donc outil de catalogage de données, et Monte Carlo, qui est un outil de data monitoring pour répondre en fait aux besoins de différentes personnes et aussi à toute la réglementation data. Donc, tout d'abord, un de nos premiers challenges, c'était l'alignement
ou on peut aussi appeler ça KPI Standardization. L'alignement, c'est se mettre d'accord sur une définition, une formule unique, une classification pour comprendre et calculer en fait nos termes, nos KPI et overall nos livrables BI. Toutes les parties en fait doivent partager une seule et même source de vérité, donc dans en fait vraiment un seul et même espace. Donc cela permet en fait à toutes les équipes et surtout aux consommateurs de données d'aborder des sujets basés sur les mêmes fondations. Donc c'est un peu le but de la data governance. Donc résultat, en fait, on est vraiment passé de 3 définitions et formules pour même KPI à une seule définition et formule. Ce qui est même en fait très gros dans une entreprise à forte croissance. C'est très important d'avoir tout le monde aligné. Deuxièmement, en fait, le deuxième challenge qu'on a eu, c'est l'ownership. L'ownership, en fait, c'est vraiment l'identification du bon owner et plus précisément dans notre cas, en fait, le bon propriétaire pour nos sources, nos assets, nos dashboards et aussi nos KPI. Donc vraiment un owner sur tout, qui peut être aussi différent. Donc, identifier en fait la bonne personne pour chaque cas, en fait, peut déjà d'une part réduire le stress, ça c'est sûr, faciliter l'adoption et en fait résoudre correctement et avec un peu plus de temps les problématiques liées à la donnée. Parce que voilà, quand on a un problème, bien qu'on se réfère à quelqu'un et il faut bien avoir ça en tête. Donc, en conséquence, en fait, on est vraiment passé de plusieurs honneurs pour les mêmes assets ou 0 honneur dans certains cas, à un seul et bon honneur avec, bien sûr, toujours notre super équipe BI pour soutenir, en fait, toutes les formules business. Et en troisième challenge, on a l'engagement des utilisateurs. Donc, ça aussi, c'est une grosse partie de notre challenge. Donc, en fait, dans un environnement en forte croissance, en fait, c'est très important de garder des relations proches. Donc, en faire des points réguliers, des one-on-one, des meetings, des quick brainstorming avec chaque personne et en fait de les accompagner à chaque étape du parcours de la donnée. Donc, je ne me focalise pas forcément que sur la data governance, mais vraiment la donnée en général, du coup, de notre côté chez Content Square. Donc, il est important de mettre en place en fait des séances de formation, des séances de partage ou de brainstorming, tout ça pour en fait construire une sorte de communauté forte autour de la centralisation des données et surtout garder en tête un seul langage pour tous. Donc, on est passé vraiment d'une faible adoption à très rapidement une croissance rapide. Donc, ça, c'est vraiment super. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a beaucoup de concepts qui font écho dans tous ces challenges. Tous doivent être plus ou moins abordés de façon personnalisée. C'est pour ça qu'il faut pas mal échanger avec les gens. Le passage en fait, d'un environnement à un autre est un effort qui non seulement doit être dirigé par la data gouvernance, mais aussi en fait, par le top, par le head de la DSI, complémenté avec le gros effort de la BI, qui en fait, sans eux, aurait été beaucoup plus complexe à mettre en place. Parce que voilà, nous aujourd'hui, dans notre cas, la BI, ça reste quand même le contact principal avec tous les business. Donc, le changement, c'est clairement un gros concept à mettre en place. Il y a beaucoup de change management. Et clairement, en fait, le changement ne se passe pas du jour au lendemain et ne se fait pas seul. Donc voilà, il faut vraiment mettre pas mal d'efforts et de temps pour être sûr en fait, que tout ce change management se mette correctement en place. Donc, je vais maintenant laisser Ottavio reprendre la main pour vous expliquer un peu plus notre stratégie Atlan qui complémente en fait notre stratégie BI. Voilà. Exactement. Du coup, comment la data quality est liée à la data governance et au data catalog? Donc, je vous ai montré tout à l'heure que Monte Carlo, notre data monitoring tool, est complètement lié à Atlan. Donc, je vais vous montrer comment on fait cette intégration. La stratégie ici, c'est qu'Atlan va montrer une image, un frame, un état des lieux de la data quality pour tous les assets. Mais si on veut voir toutes les faux moves, tu vois, genre, tous les détails derrière un incident data, il faut aller sur Monte Carlo. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a un souci dans un dataset sur Monte Carlo, on a une connexion qui s'est faite automatiquement. Et du coup, tous les 4 heures, on a un crawler, c'est plusieurs scripts Python qui vont aller regarder Monte Carlo et mettre à jour Atlan automatiquement. Donc, si par exemple, si pour un dataset Salesforce Contracts, on a un petit souci côté Monte Carlo, ça sera remonté vers Atlan avec un message, avec un banner, un rouge qui dira There are quality issues on this dataset. Please contact data owner. Et ce qui est très intéressant, c'est que si une métrique est liée à certaines data dans les linked assets, et si du coup la data derrière une métrique est problématique,
la métrique va également recevoir un banner qui va dire Data quality issues on at least one of the data sets behind this metric. Check for issues on linked tables and contact data owners. Donc, en fait, on a fait une connexion totale des data quality avec la data et de la data avec les métriques. On arrive à surmonter les notifications, les alertes à la data et aussi aux métriques qui utilisent cette data. Et du coup, il est très simple quand on voit un souci. Il suffit de cliquer sur un icon qu'on a aussi customisé et qui est aussi mis à jour à partir d'un script. Et on va trouver en fait les liens à Monte Carlo vers la même table SF Contracts sur Monte Carlo. Du coup, on va switcher d'outil rapidement sur Google Chrome, sur ton navigateur. Et on pourra voir ça se passe comment les freshness. Est-ce que cette table est mise à jour correctement? Est-ce que les volumes augmentent correctement? Est-ce qu'on a des pest incidents qui ont été détectés par Monte Carlo dans cette table? Un sujet hyper important avant qu'on passe aux key takeaways, c'est quand est-ce qu'il y a un bon moment pour lancer une initiative data governance. Je vous ai préparé une slide très simple et que je trouve géniale d'ailleurs. Là, j'ai mis comme valeur les time to value. Donc, c'est les temps depuis le moment où on a commit pour un projet jusqu'au moment où la valeur est délivrée sous forme d'un data produit, d'un dashboard, d'une exploration des données. Okay? Et là, j'ai mis les size of data analyst team. Okay? Donc, dans cette première étape, normalement là, on est très bien, on a recruté 2 data analysts, on commence une initiative de data au sein d'une société, on a nos premiers dashboards, premiers reports. Donc, normalement, disons qu'on prend 2 mois pour créer un dashboard pour qu'il soit live, en place et utilisable. Okay? Et là, bien évidemment, si je réécoute un peu plus des data analysts, je vais paralléliser un peu moins et je vais délivrer de la valeur plus vite. Donc, peut-être qu'à la place de prendre 2 mois pour un dashboard, je vais prendre peut-être 1 mois. Okay? Je vais vraiment réduire ça à la moitié. Les soucis, c'est quand on commence à voir beaucoup plus de personnes à partir d'ici, on a du technical debt, on a une data lake qui est beaucoup plus énorme, on a la compagnie qui prend de la taille tellement vite, des nouvelles levées des fonds, une transformation des opérations. On a des misalignments qui apparaissent et c'est naturel. Donc, tu as plusieurs géos, plusieurs départements, plusieurs personnes qui travaillent en même temps. Donc, forcément, il y aura des sujets qui ne seront pas forcément alignés. Quand tu as un data lake qui est plus grand, avec des nouvelles collectes de données, il est normal aussi d'avoir des data quality issues qui commencent à apparaître. Et c'est là où la valeur, pour générer la valeur, ça commence à devenir plus lent. Donc, tu prends de la taille et tu arrives plus à délivrer un dashboard dans 1 mois. Il te faut 2-3 mois, ce qui était inefficient. Okay? Donc, c'est exactement là. Si vous arrivez à mesurer vos time to value en utilisant n'importe quel outil de project management, c'est exactement là où il faut détecter l'augmentation et commencer l'augmentation des time to value et commencer ton data governance program. J'espère que vous pourrez utiliser cette slide pour convaincre vos exécutifs à sponsoriser votre initiative data governance. Okay? Je vais passer la parole à Kinza à nouveau pour qu'elle nous parle des results et takeaways rapidement. Et ensuite, on va passer à une session des Q&A. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Yes. Bon, alors, let's go pour les key takeaways. Donc, les initiatives, en fait, vraiment de la data gouvernance doivent être priorisées et, en fait, personnalisées. C'est clairement un peu le gros message qu'on a ici aujourd'hui avec Otavio. Mais en fait, il est super important aussi de garder à l'esprit, en fait, que la data gouvernance est nouvelle pour beaucoup de gens. Donc, il faut prendre le temps vraiment d'écouter les autres et de construire, en fait, vraiment un environnement propice au changement et à l'adaptation. Il y a beaucoup de change management, il faut mettre un effort sur tout ça et se comprendre que pas tout le monde a vraiment ce mot à la bouche. Donc, c'est pourquoi il faut investir en fait tout ce temps sans vraiment assumer l'entière responsabilité. Pensez vraiment à impliquer différentes parties en centralisant moins et en orchestrant davantage. Ça aussi, c'est vraiment un gros key takeaway à prendre en compte. En troisième lieu, vraiment, c'est traiter vos livrables comme des data produits. Donc, contacter les différentes parties prenantes, collecter vraiment tous les liens logiques vers les datasets. Et en fait, ça vous permettra d'optimiser certainement en fait, les coûts et bien sûr générer beaucoup de valeur. On recherche aussi chez Canton Square, mais je pense un peu partout. Et enfin, vraiment diviser toujours vos programmes en petits morceaux. Vous devez le construire en prenant le temps en fait, vraiment de se poser les bonnes questions et de savoir ralentir quand il faut.
Donc, vraiment tirer parti de la collaboration, de la qualité des données et du catalogage des données pour permettre vraiment une data gouvernance efficace. Donc, voilà, je pense que c'est un peu les gros messages qu'on avait avec Otavio. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions maintenant ou prendre le temps peut-être pour éventuellement nous faire passer d'autres messages plus tard. En tout cas, c'était super de partager ça avec vous tous. Yes, merci. On a plein de questions canon. Alors, juste, vous êtes beaucoup à les envoyer juste aux autres. Si vous avez des questions, on va vous laisser 2 minutes pour les envoyer maintenant. Cliquez bien sur tout le monde, comme ça, on peut tous les voir. Et si vous voulez réagir aussi dans le chat aux différentes questions, comme ça, c'est cool. Je vous laisse du coup une petite minute de plus, mais on a déjà plein de questions canon. Et je vais en profiter pour vous donner juste une petite news. Sur TPC. Déjà, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc, pour vous expliquer rapidement, TPC, c'est l'expert des recrutements sur 4 métiers, Product, Engineering, Design et Data. Et on se base sur une grosse communauté qui fait énormément de partage de connaissances. Et dont l'objectif, c'est de libérer en fait, votre potentiel. Et donc, on travaille pour ça avec quasiment toutes les startups de la tech française. On en a 400 et on est en partenariat et vous avez quelques exemples à droite. Là, la news, c'est que ça fait des mois maintenant qu'on accepte les membres dans le métier de la data et en fait, on va commencer à proposer le matching avec nos membres. Donc, si vous recrutez, vous avez des enjeux de recrutement en ce moment, c'est un peu le moment de profiter des premières sessions Open Candidates qui vont démarrer pour rencontrer vraiment les meilleurs profils de la communauté. Si vous êtes un talent, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur notre site à postuler pour devenir membre et vous aurez accès à des tonnes de ressources et justement au coaching et aux sessions de recrutement. Je vais arrêter le partage et on va passer du coup aux questions. Merci vraiment déjà parce que vous avez partagé énormément de choses, Tavio et Kenza. Il y a plein de petits hacks, j'espère que vous avez tous pris des notes. Parce que voilà, il y a vraiment énormément de conseils ultra concrets et en même temps, c'est ce fil rouge sur comment installer votre gouvernance. Donc vraiment canon. Christina, tu as été des premières à poser une question. Je vais te donner le micro à la fin parce que c'est plutôt une question d'ouverture autour de comment gérer la data quand on n'est pas un stakeholder de la data, mais qu'on est très relié puisqu'on est une personne du produit et du design. Je vais plutôt commencer avec la question de Nadia qui demandait en fait comment faire les data quality check. Et ça, Otavio, tu as répondu, mais avec quels outils? Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans l'explication justement des outils que vous avez utilisés et des méthodes pour vos data quality check? Très bien, très bien. En fait, il y a à peu près un an, on n'avait pas encore un outil de data monitoring et data quality. Et du coup, on faisait des data checks manuels au sein de l'équipe BI. En fait, à partir d'un moment, on commence à capter qui est justement, comme je vous ai dit, pour construire un simple dashboard, ça prend énormément de temps parce qu'on n'a pas encore testé la data, on n'a pas encore testé les comportements de la data. Et du coup, il faut faire ça avant de construire le dashboard par un data analyst. Et c'est là, à partir de ces moments, on s'est dit peut-être qu'une équipe data governance pourrait centraliser ces tâches de tests des données pour qu'un data analyst puisse se concentrer surtout sur la partie création des valeurs. Donc, on a commencé à faire du manuel. J'ai benchmarké plusieurs solutions du marché et j'ai choisi une solution qui était facile à implémenter et qui pourrait automatiser le plus possible nos tâches des data quality checks. Donc, Monte Carlo, on peut faire plusieurs choses. La première chose qui est hyper intéressante sur Monte Carlo, c'est ce qu'on appelle du unsupervised data monitoring. Donc, en fait, c'est le fait de sans définir aucune règle de data quality. On dit tout simplement à Monte Carlo, je veux bien tester cette table automatiquement. Et là, Monte Carlo va prendre 2 semaines et va tester et regarder cette table automatiquement sans aucune configuration. Et après 14 jours de training du modèle AI de Monte Carlo, ça va commencer à nous dire, par exemple, là, on a une chute des valeurs nulles. Là, on a une augmentation abrupte des valeurs 0 dans telle colonne. Monte Carlo va automatiquement détecter des soucis. On peut faire 2 choses aussi sur Monte Carlo. Définir des règles SQL manuellement. Donc, j'ai vu que tel comportement métier soit vu
dans telle table. On peut définir ça automatiquement et également être alerté avec une fréquence définie. Et troisième chose qu'on peut également faire, c'est genre, je calcule cette métrique avec ces codes SQL. Si jamais les valeurs augmentent de 10% du jour au lendemain, je vais recevoir une alerte. Tu voyez? Donc, tout ça, ces trois typologies de tests, ça nous permet de couvrir la plupart des use cases des data quality au sein de la société. Canon. On va passer un peu sur les KPI. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment sur le tableau que tu as présenté, qui était très intéressant justement, mais où on voit qu'il y a énormément de métriques. Il y a Amaury qui demande, au vu du nombre de KPI d'une boîte en forte croissance, comment est-ce que vous attribuez un honneur par KPI en prenant en compte justement notamment le turnover des équipes? Très bien. Normalement, il est organique et naturel qu'il y a une équipe qui gère un KPI. Le plus difficile, c'est d'avoir une personne qui gère un KPI. Je pense que la question des turnovers, ça ne nous impacte pas forcément, surtout parce que les owners des top KPIs, donc les KPIs globalement importants pour Canton Scale, c'est plutôt des exécutifs, des VPs. Et dans ces niveaux, genre n'importe quelle boîte, les turnover, il est minimisé, évidemment. Du coup, il est en fait surtout compliqué de passer à ownership d'un groupe vers un individu. C'est ça qui est compliqué. L'effet d'avoir un turnover, c'est pas forcément un souci parce que si jamais ça se produit, vous allez tout simplement onboarder les nouveaux KPI owners, la nouvelle KPI owner et configurer ça sur Atlas, sur ton data catalog. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste que ça soit une personne qui connaisse la formule, qui connaisse la data à utiliser, les bonnes méthodes à utiliser pour calculer les KPI. Et puis pour ajouter ça, à ça, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que nous, on est quand même au sein d'une équipe BI. Donc, on a généralement en fait un analyste BI qui va complémenter en fait le owner du côté business. Parce que finalement, en fait, le côté business, l'owner, il va vraiment servir comme expertise business. Donc, c'est vraiment lui qui va conceptualiser en fait le KPI ou le terme. Et puis, on a toujours derrière, en fait, on fait en sorte vraiment qu'il y a un analyste BI qui va complémenter ça du côté beaucoup plus mathématique. Donc, il va vraiment monter la formule avec l'expertise business que peut apporter le owner business. Donc, même s'il y a un turnover, etc., on a quand même la possibilité d'anticiper ce changement. Et puis, de toutes les façons, généralement, on a toujours deux owners par département. Et après, bien sûr, ça se divise en plusieurs équipes. Mais on aura toujours en fait une sorte de succession entre un business owner, un BI analyst owner et puis un représentant data governance. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec Otavio, on s'est quand même divisé les départements pour qu'on reste toujours en contact avec ces gens. On a quand même choisi une sorte de représentant dans chaque business. Donc, par exemple, moi, je m'occupe plus du customer success, alors qu'Otavio va plus s'occuper de la finance. Donc, s'il y a un turnover au sein de ces équipes-là, on est tout de suite alerté parce qu'en fait, on a quand même des échanges weekly ou bi-weekly, généralement, avec ce représentant au sein de ce département. Donc, voilà. Donc, ça fait... je pense que ça fait beaucoup écho à ce qu'on disait, c'est l'honneur est beaucoup en lien avec en fait l'alignement et en fait même le user engagement qui est très important de notre côté et du côté du business. Et dans ces contextes de turnover, je me permets de vous dire, si vous n'avez pas documenté les KPI, ça sera compliqué parce que la personne est partie, donc vous n'avez aucune trace de comment calculer les KPI. Donc, il est très important de documenter ça dans un bon data catalogue et centraliser ça au sein de la data governance. Comme ça, si quelqu'un part, la documentation est toujours là et on va juste réutiliser ça pour la prochaine personne qui rejoint la société. Yes, canon. Et du coup, l'importance effectivement du relationnel et de la communication et de la documentation entre les équipes. Il y a Adeline qui a posé une question qui a été pas mal upvotée. On va te donner le micro, Adeline, si ça te dit de prendre la parole pour poser ta question. Pauline est en train de t'activer ton micro si tu veux poser ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Yes, Quel. Merci déjà pour toutes ces explications. Je voulais savoir, en fait, dans le data catalogue, ce que vous spécifiez pour chaque étape, pour le data lake, le data warehouse et le data mart, pour éviter de faire des doublons et qu'est-ce qui est important de cataloguer. Très bien, très bien. En fait, tu voulais comprendre, Adeline, surtout la différence entre les data lake, data mart et data warehouse, ou tu voulais comprendre surtout la différence de la documentation
pour chaque typologie des data. La différence de documentation. Très bien, très bien. La différence, ce sera surtout qui va la faire et de quelle data on parle. Quand on est sur un data lake, les data lake va copier l'information, la data qui est dans le système d'info. Donc, disons que j'ai une table Salesforce dans mon data lake, ça va surtout copier la data Salesforce telle comme elle est dans l'outil. OK? Dans Mhm. ces cas, ce sera surtout une documentation beaucoup plus opérationnelle où une personne de Sales Operations va venir documenter quel objet Salesforce est représenté dans chaque table. Donc là, dans ces cas, on a une documentation beaucoup plus opérationnelle et qui ne sert pas vraiment à grand-chose. On n'a pas de documentation des valeurs data, des dashboarding, parce que la data raw, elle n'est pas utilisée pour des dashboards, tu vois. OK. Quand on va passer à une documentation surtout data mart, là, ça sera surtout un data analyst qui va les faire parce que c'est un data analyst qui a créé une table dans les data mart. Donc, c'est cette personne qui va créer la documentation. Et là, on va lier cette table au dashboard associé. On va faire toutes les connexions qu'il faut. On va ajouter des KPI qu'il faut. Donc, c'est une documentation beaucoup plus liée à la valeur, à l'utilisation, aux use cases de cette table, tu vois. Donc, Mm. c'est ça la différence. Une documentation raw data, données brutes, elle est beaucoup plus opérationnelle et sec. Et la documentation data mart, elle est beaucoup plus liée aux use cases et beaucoup plus liée à la data, au dashboard, aux KPIs, tu vois. OK, Hyper. merci. Merci pour votre réponse. On va revenir un petit peu sur la question de data quality. Alizé, tu avais une question, tu es data quality officer du coup dans une organisation. On va te donner le micro si tu veux poser ta question. Hello, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend Oui. très bien. Super. Alors déjà, merci, c'était super intéressant. Donc oui, je suis Data Quality Officer. On est vraiment 3 dans l'équipe data, donc on est tout petit, on est une 50aine dans la boîte au total. Et en fait, on a un gros souci pour sensibiliser les équipes à vraiment la qualité de la donnée, parce que en fait, c'est vraiment eux qui vont rentrer toute la donnée qu'on utilise principalement. Et on a créé des règles, on a beaucoup mis de formations en place pour aussi les sensibiliser, leur faire comprendre, mais on a beaucoup de mal à faire rentrer l'information, à les faire comprendre pourquoi c'est important. Donc je voulais savoir comment vous avez fait et si maintenant avec Atlan et Monte Carlo, vous avez des meilleurs taux de correction, on va dire, de la part des data owners. Très bien. Quand on a commencé les premières initiatives Data Quality, on a essayé de s'isoler un peu comme si c'était une initiative séparée des équipes Analytics. Et du coup, ça, c'était quand j'étais tout seul à Content Square et, en train de commencer la première initiative Data Governance. Lorsque Kenza nous a rejoint, Kenza a eu la superbe idée de lier un peu plus la Data Governance au délivrable Data Analytics. Donc, en fait, la Data Quality à l'ISE, ça a commencé à faire partie comme une étape d'un projet Data Analytics. C'est ça qui a fait complètement la différence. Donc, on a commencé à communiquer à nos stakeholders qu'une étape du projet d'un nouveau dashboard, c'est la définition de tous les data quality checks qu'il faut réaliser derrière. Et c'est là où ils se disent, OK, du coup, pour avoir mon dashboard, il va falloir définir quels tests réaliser, il va falloir les faire, les mettre en place, les exécuter avec une fréquence définie pour pouvoir utiliser mon dashboard. Et ça a complètement changé l'idée dans la tête de nos stakeholders, l'image de la data governance, l'effet d'associer nos délivrables aux délivrables qui créent de la valeur, donc les dashboards, des explorations des données. Tu vois? D'accord, merci. C'est super clair. Top. Et on va finir du coup parce qu'on arrive au bout du temps avec une dernière question sur c'était quoi le MVP de la data stack que vous avez présenté tout à l'heure. Et c'était une question de quelqu'un qui demande, on a beaucoup de réactions de gens qui sont dans des startups très early stage, de quelques personnes avec forcément un peu moins de ressources. Est-ce que vous voulez me dire un petit peu, nous parler de ce MVP, quoi, la première version de la data stack? OK, OK, très bien. Je dirais que genre, les minimums pour une bonne data stack, c'est un endroit où on peut stocker la data et un outil de visualisation. Ça, c'est vraiment les starter packs pour une équipe data. Donc, de notre côté, on a commencé avec Redshift et on utilisait comme DataVis Data Studio. Okay? Et on utilise toujours, on a quelques dashboards qui sont sur Data Studio et on commence à migrer vers Tableau petit à petit. Du coup, en fait, les plus importants, c'est les stockages des données et la visualisation.
Je pense que la data quality, quand on est à petite échelle, on n'a pas encore besoin d'un outil de data monitoring, data quality. On peut très bien les faire en tant que data analyst manuellement et exécuter ça avec une fréquence définie. Par exemple, j'ai pu tout simplement planifier un script Python qui va aller regarder ma donnée et qui va m'envoyer un email avec les résultats des tests. Donc, on peut se débrouiller avec des scripts Python côté data quality, mais on ne peut pas se débrouiller avec les stockages des données et la data visualisation. Donc, je dirais que les MVP, c'est un Redshift, par exemple, et on n'a même pas besoin de segmenter Data Lake, Data Warehouse et Data Mart. Commencer avec un Data Warehouse, tout simplement. On a tout dedans. On a quelques tables qui sont plus brutes et quelques tables qui sont plus transformées. Et ce n'est pas trop grave, tu vois. On connecte ça en data visualization tool comme Data Studio. On fait des premiers dashboards. Dès qu'on commence à prouver la valeur, la société prend de la taille et elle écoute davantage. Là, on va peut-être commencer à segmenter Data Lake, Data Warehouse, Data Mart. On va peut-être avoir un premier outil de Data Quality. On va peut-être avoir un outil de Data Vis qui est payant, un peu plus cher et plus puissant, tu vois. Donc, petit à petit, on commence à rajouter les briques. Super. Et écoutez, merci. J'avais failli oublier, je disais Christina, qui est mon product designer historique de la communauté. Je disais que j'allais te donner le micro pour ta question, du coup, qui était un peu une question d'ouverture. Du coup, si tu veux parler, prendre le micro. Je ne sais pas si. Vous m'entendez bien? Super. Ouais, yes, vas-y, Christina. Bien, merci pour vos explications, c'était super. Donc moi, je suis product designer en fait, et ma question c'est quoi les conseils que vous pouvez donner à une personne qui est toute seule dans une entreprise en produit et qui s'intéresse quand même à la data? C'est quoi les indispensables en fait quand on commence et quand on est tout seul? Je vais passer cette question à Kenza, qui fait beaucoup d'initiatives et d'actions, d'engagement, des communications, des conscientisations. En fait, Merci. oui, donc c'est vrai que être toute seule, c'est pas forcément facile. Nous, on est deux, donc on est bien au sein de la BI, mais c'est vrai qu'on reste deux. C'est déjà de ne pas s'isoler. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher pas juste le besoin des autres, mais de s'aligner ou peut-être travailler avec une autre équipe qui est très axée data et éventuellement avec une équipe surtout qui a un livrable à la fin à l'entreprise. Je pense qu'après, il y a vraiment une histoire de monter une sorte de communauté autour en fait, de la donnée, pas juste de la data governance, mais la donnée en général, de monter un peu ce côté oh, c'est cool, c'est sympa, de travailler autour de la donnée, d'avoir une bonne donnée, c'est fun. Et éventuellement de montrer que l'effort qu'apporte chacun va permettre en fait de gagner en valeur pour tout le monde. En fait, c'est vraiment de gagner du temps euh, au sein de toutes les équipes, surtout quand notre entreprise est très axée product ou très axée data. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'efforts autour de ça et en fait, ça s'accompagne bien sûr avec du change management. Mais c'est vrai que je pense que quand on est toute seule, on a un peu peur aussi de se sentir un peu tout en bas, qu'on n'est pas forcément le plus intéressant. On a fait partie un peu de ça. On a eu ce petit moment au tout début. Et en fait, ce qui est aussi un peu, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, on ne travaille pas tout seul. Hein. Enfin, nous, on a voulu au tout début l'idée, en fait, vraiment orienter tout le monde, l'idée tout le monde. Et en fait, non, c'est pas possible. Enfin, on ne peut pas tout exécuter et en fait, on ne veut pas être contre les gens. On ne veut pas apporter de l'effort en plus aux gens. Et à la place, en fait, on travaille avec ces personnes et du coup, on orchestre plus. On exécute moins, mais on orchestre plus. Et ça, c'est vraiment Ouais. très important. Mais c'est d'aller se chercher un peu des sponsors droite à gauche. Oui, Voilà. et si je peux te donner un conseil, Christina, commence par les execs. Commence surtout pas par les heads of operations, des managers. En fait, tu as besoin au moins un exec au sein de ta société, un fondateur ou un exec, pour avoir les sponsoring et les leviers qu'il faut pour ton initiative data governance ou pour faire générer de l'efficience dans une activité de data analytics. Donc, surtout, il faut avoir du sponsorship exécutif et ensuite, toutes les actions d'engagement et communication, tu auras les résultats qu'il faut. D'accord, merci beaucoup.
Merci à tous et surtout merci à vous deux, Kenza, Otavio. C'était vraiment hyper intéressant. Je pense que tout le monde repart avec des bons, à la fois des petits hacks et des choses très concrètes à mettre en place à tous les niveaux, que vous soyez sur une petite équipe ou à une échelle Content Square. On avait vraiment des profils très variés dans l'audience aujourd'hui, donc c'était canon.